Fais voir le dessous de tes pieds. Ok. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Ce détenu passe 22 heures sur 24 en cellule. Et à chaque fois qu'il en sort, il doit d'abord passer les mains à travers cette trappe pour être menotté. Porte déverrouillée. 217. Il est enfermé dans une des prisons les plus sécurisées des États-Unis. Recule. Jack McDavis, 36 ans, purge une peine de 20 ans de détention pour tentative de meurtre. Parce qu'il a agressé un autre détenu, il a été placé à l'isolement dans ce quartier de haute sécurité. La prison, à l'intérieur de la prison. Ouverture de la porte de devant. Vous pouvez sortir. Depuis 5 mois, il n'a pas vu un arbre et vit presque exclusivement à la lumière des néons. Il ne croise jamais le regard d'un autre détenu. Tout est fait pour éviter que les prisonniers établissent un contact. Aujourd'hui, si les gardiens l'ont sorti de sa cellule, c'est uniquement pour nous permettre de l'interviewer. En plus des menottes, il va répondre à nos questions, ceinturé par une chaîne. Asseyez-vous sur cette chaise. Jack McDavis a été placé ici pour 2 ans par une commission disciplinaire interne à la prison. Avant de retourner dans une cellule classique, il lui reste 18 mois de solitude. Le matin, je me réveille, je fais des pompes, je m'entraîne aux échecs, je lis. Et le soir, je regarde la télé. Et c'est à peu près tout. Tu vois, c'est ma routine. Comme les autres détenus, Jack a le droit à des parloirs, mais à un seul coup de téléphone par an à sa famille. Dans une prison classique, tu peux appeler ta famille. Ici, tu peux pas. Pareil pour les visites. Ici, c'est derrière une vitre. Rien que ça fait la différence. Vous avez déjà eu de la visite? Moi, depuis que je suis ici, je n'ai eu aucune visite. C'est trop loin de chez moi. Après 15 minutes d'interview, Jack retourne en cellule pour les 20 prochaines heures. La prison de Pelican Bay est située au nord de la Californie, au beau milieu d'une forêt de séquoias. Ils sont enfermés près de 3000 détenus, réputés les pires parmi les pires. 40% sont des condamnés à vie. Beaucoup appartiennent à des gangs rivaux. Ils s'affrontent jusque dans la cour de promenade, comme le montrent ces images de vidéosurveillance de février 2000. Ce jour-là, il y aura 1 mort et 16 blessés. Les quartiers de haute sécurité ont été pensés en réponse à ces débordements. Dans les années 90, une quarantaine sont construits dans différentes prisons des États-Unis. Celui de Pelican Bay est l'un des modèles. Ce gigantesque bâtiment blanc, en forme de croix, peut accueillir plus d'1 millier de détenus. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle d'y passer 2 jours. Le quartier de haute sécurité est divisé en 12 unités. Chacune comporte 6 blocs, de 8 cellules. 7 mètres carrés, sans fenêtres. Aucun meuble. Tout est coulé dans le béton. Dans chaque bloc, une cour de promenade de 10 mètres carrés avec un puits de lumière. Les détenus ont droit à 1h30 de promenade par jour, avec pour seule compagnie une balle. Un régime de détention extrême, avec des règles de sécurité très strictes. Unité 6, visite. Même le directeur, Glenn Olson, doit s'y plier. Impossible d'ouvrir 2 portes en même temps.
On distribue les repas. Ah, il donne à manger. On finit, on vous ouvre. Ok, merci, pas de souci. Ça, c'est vraiment spécifique à notre prison. Un fonctionnement conçu pour limiter la communication entre détenus et ainsi les empêcher de reproduire à l'intérieur de la prison la même organisation criminelle qu'à l'extérieur. Quoi de neuf? Rien de spécial, et vous? La routine. Au début, les individus qu'on maintenait enfermés ici pour de très longues périodes étaient pour la plupart des membres de gangs. Des membres très influents qui se jouent du système carcéral. Sous les ordres du directeur, les gardiens gèrent en ce moment 400 détenus. Une de leurs principales missions, les fouilles. Chaussures, chaussettes. À chaque fois qu'ils doivent déplacer un détenu, les gardiens vérifient qu'il n'a sur lui aucun objet dangereux. Le prisonnier se déshabille devant eux. Il montre derrière ses oreilles et l'intérieur de sa bouche. Ses sous-vêtements et sa combinaison blanche ont aussi été inspectés. Chaque jour, une quarantaine de cellules sont passées au peigne fin. Je regarde toujours l'extincteur automatique car il est en métal. C'est l'une des rares parties métalliques que l'on peut trouver dans une cellule. Donc il faut vérifier qu'il n'en manque pas un bout. Ça pourrait servir à fabriquer une arme. Je regarde aussi la télé. On regarde le scellé ici, pour être sûr que ça n'a pas été ouvert. Et je m'assure qu'il n'y a pas de trou. Pour éviter que les détenus n'y cachent des objets interdits, tous les téléviseurs de la prison sont en plastique transparent. Aux yeux des gardiens, même les objets anodins de la vie courante sont suspects. Comme ces emballages de barres chocolatées qui n'ont pas été mis à la poubelle. Je vais les emporter car avec ça, ils pourraient fabriquer de l'alcool maison. Ils utilisent le pain avec la levure qu'il contient. Ça permet d'extraire le sucre des fruits. Et ils font fermenter le tout. Et ça sent fort. Ouais, ça sent vraiment. La fermentation permet de faire de l'alcool. Par contre, ça sent pas très bon, ça doit pas être terrible. Mais ils n'ont rien d'autre sous la main. Cette fois-ci, pas d'armes. Seuls les emballages seront confisqués. Fermez la 111. Pour les détenus, une vie scrutée sans la moindre intimité, d'autant que certains sont 2 dans 7 mètres carrés. C'est le cas de Georges, 29 ans, condamné à perpétuité pour kidnapping et assassinat, et de son ami Franck, en prison pour 20 ans pour tentative de meurtre. Nous, on se connaît. Ça fait passer le temps plus vite. Après enquête, ils ont obtenu le privilège de pouvoir cohabiter. La promiscuité plutôt que la solitude. Là, il y a nos shorts, nos chaussures, nos t-shirts. Le reste des affaires, tu n'as pas le droit de les emporter ici. Genre ton rasoir électrique, ton ventilo ou ton réchaud, tes CD. Pour la musique, on a une station de radio sur la télé. Ils la changent une fois par mois. Lorsqu'on les interroge, la plupart des détenus semblent apathiques, éteints, comme si la détention les avait anesthésiés. Et c'est comment la promenade? On peut faire des tractions, on prend l'air. Mais vous arrivez vraiment à prendre l'air dans cette cour? Bah ouais, l'air est frais. Il fait même froid. Georges va passer 8 mois dans le quartier de haute sécurité, suite à une bagarre avec un codétenu. Mais d'autres prisonniers peuvent y rester des dizaines d'années. Quelles séquelles physiques ou psychologiques peuvent laisser de telles conditions de détention une fois à l'extérieur? Jack Morris, 59 ans, a été libéré il y a 5 mois. Une nouvelle vie qui chaque instant l'émerveille. Un soda à la mangue. Il y a beaucoup de choix ici. C'est l'abondance. C'est ce qu'il y a de génial dans la liberté. Condamné pour complicité de meurtre, Bonne journée. Jack a passé 40 ans derrière les barreaux.
dont 29 à l'isolement. Il affirme y avoir été placé sur la seule suspicion d'appartenance à un gang. En cellule, il prétend avoir souffert de nombreux syndromes. Tes nerfs sont à vif. Tu fais des crises de panique et tu souffres d'hallucinations. Un jour, dans une cellule à côté de la mienne, il y a un gars qui s'est littéralement ouvert les veines parce que il disait que son codétenu, alors qu'il était tout seul dans sa cellule, avait une arme et qu'il allait le tuer s'il ne le faisait pas. Ce genre d'hallucination, c'est le résultat de la détention à l'isolement. Il dit avoir vu plusieurs détenus devenir totalement fous et être transférés dans une unité médicalisée. Il raconte avoir dû lutter pour garder ses esprits. Tu perds ta faculté à réfléchir. Tu es incapable de te concentrer sur quoi que ce soit parce que ta vie est devenue monotone. Tout est répétitif, normé. Et tu n'exerces plus ta mémoire, ta pensée, ton esprit. Et c'est ce qui d'habitude permet à une personne de rester alerte. Et quand tu perds ta vivacité d'esprit, tu dépéris très vite. Des placements à l'isolement, parfois à perpétuité, qui ont conduit Jack et d'autres détenus à se révolter. Stop à la torture! Entre 2011 et 2015, soutenus par leurs familles, des centaines de prisonniers multiplient les grèves de la faim et parviennent à mobiliser l'opinion publique. L'administration pénitentiaire finit par céder. Désormais, les détenus ne peuvent être placés que 5 ans maximum à l'isolement. Autre accusation des prisonniers, les placements seraient arbitraires. À Pelican Bay, Robert Acosta est l'un des 12 officiers chargés d'enquêter sur la dangerosité des détenus. C'est sur la base des rapports qu'il rédige que la commission disciplinaire décide de placer un détenu à l'isolement. Jusqu'en 2015, les membres de gangs étaient systématiquement envoyés au quartier de haute sécurité pour une durée illimitée. Et un tatouage pouvait constituer une preuve. Les lignes ici représentent le chiffre 5. Les points, le 1. Donc en tout, ça fait 13. Pour la population hispanique, le 13, associé à la lettre M, c'est le symbole de la mafia mexicaine. À l'époque, ce genre de tatouage pouvait t'identifier comme membre d'un gang et t'envoyer à l'isolement. Depuis la réforme de 2015, en principe, seuls sont placés à l'isolement les détenus qui ont commis un délit grave, comme la possession d'une arme. Robert Acosta en a toute une collection. C'est juste une toute petite partie de ce qu'on trouve. À Pelican Bay, l'an dernier, il y a eu 17 agressions sur des gardiens et 59 tentatives de meurtre entre prisonniers. Quelques armes ont même été retrouvées sur des détenus à l'isolement qui débordent d'ingéniosité, comme ces flèches fabriquées avec une pointe de métal et du papier roulé très serré. Leur seul moyen d'attaquer quelqu'un, c'est à travers les barreaux. Ils peuvent tirer ces flèches en se servant de l'élastique d'un caleçon comme d'un arc. Mais la plupart des armes sont retrouvées dans le quartier de détention classique. Il y en a en métal, en plexiglas ou en pierre. Ça, c'est en plastique. Ils le fabriquent avec une bouteille de plastique. Tu la fais fondre, tu la roules, tu refais fondre, tu roules encore et encore jusqu'à obtenir un bout de plastique tellement dur que tu peux en faire une arme. Ça, c'était une brosse à dents. Maintenant, les détenus n'ont plus le droit d'avoir une brosse à dents de taille normale. Elles ne font plus que 5 cm de long. Malgré la réforme, certains continuent de dénoncer l'absence de preuves tangibles lors des décisions de placement à l'isolement. Comme à San Francisco, Carol Strickman, avocate. Je vais vous montrer quelques dessins que des prisonniers nous ont envoyés.
Elle travaille pour une association de défense de prisonniers et représente plusieurs d'entre eux. Ça montre la torture psychologique. Elle pointe le manque de transparence de l'administration pénitentiaire. Ça concerne surtout les accusations de conspiration. Par exemple, on vous dit que vous avez l'intention de commettre une agression ou l'intention d'amener de la drogue dans la prison. Mais vous n'avez agressé personne, vous n'avez pas amené de drogue. Seulement, on vous dit qu'un autre détenu vous a balancé. Et quand vous demandez des détails, on vous répond que c'est anonyme. Vous ne savez pas exactement ce qu'il a vu, quand il l'a vu, ni à qui il l'a dit. Ce sont des preuves totalement secrètes utilisées contre les détenus. Et c'est ça que nous allons attaquer en justice. Carol Strickman affirme avoir déjà recensé une douzaine de placements litigieux qu'elle espère pouvoir faire annuler. De son côté, l'administration pénitentiaire veut nous montrer qu'elle fait tout pour humaniser le sort des détenus à l'isolement. Main dans le dos. Reculez. Ce soir-là, nous sommes invités à assister à des cours pour détenus. Des programmes mis en place depuis 3 ans suite aux grèves de la faim. Une occasion pas si fréquente de sortir de sa cellule. On va où, là? À l'unité 4? Ouais, c'est une belle promenade. Hein. Carrément. Une excursion pour moi. En plus, tu viens du bloc 8. Tu as le droit au grand tour. Dans la salle de cours, pas de bureau, ni de chaise. Bonjour. Les élèves sont installés dans des cages individuelles. Ils sont 8. Cela mobilise 16 gardiens pendant une trentaine de minutes pour aller les chercher et tous les installer. Littérature, cours de business ou groupe de parole. En tout, une dizaine de matières au choix. 2 fois par mois. C'est art plastique. Je voulais vous parler du temps qu'il fait aujourd'hui. Et vous raconter que quand je suis arrivée, il y avait des cerfs qui bloquaient mon passage sur la route. Tout ça pour vous raconter ce qu'il y a autour de la prison. À quoi ça ressemble cette grande forêt de séquoias. En début de cours, Julie McNeil essaye de faire entrer un peu du monde extérieur dans la vie des prisonniers. Bon, on efface. Au revoir le dessin. Cette prof de fac a accepté d'animer l'atelier dessin il y a 1 an. Elle a toujours du mal à supporter la vue de ces hommes en cage. Ça ne me plaît pas trop, ce dispositif. Je ne l'aime pas du tout même. Mais pour l'art, ça vaut le coup qu'on arrive à se réunir. Pour s'inscrire dans ce cours, les détenus ont dû faire preuve d'un comportement exemplaire en cellule. Exceptionnellement, ils ont droit de tenir dans leurs mains un objet aiguisé, en l'occurrence un crayon de bois. Ils devront le rendre à la fin du cours. C'est pas terrible, mais je m'applique. Jerry, pour 17 mois à l'isolement, espère qu'il pourra ainsi garder contact avec sa fille de 12 ans. Ma fille, elle dessine super bien. Et elle m'envoie ses dessins. Elle m'a demandé de dessiner. Alors, quand j'ai vu que je pouvais participer à ce cours, j'ai sauté sur l'occasion. Et je me suis mis dedans à fond. Dans la cage d'à côté, Johnny, 35 ans. Avant que le système ne soit assoupli, il a passé 11 ans à l'isolement. Il vient d'en reprendre pour 3 ans et demi, car selon l'administration pénitentiaire, il aurait eu l'intention de tuer l'un de ses co-détenus. Il a pourtant le sentiment de voir enfin le bout du tunnel. Avant qu'il y ait cette réforme, il n'y avait pas vraiment de quoi penser au futur. Maintenant, il y a à nouveau un espoir. Se dire qu'on va pouvoir sortir, faire quelque chose, donner une chance à la vie. La possibilité de regarder la Lune, ce serait une belle chose.
Prendre dans mes bras quelqu'un de ma famille. Voir le soleil avec mes vieux copains depuis la cour de la prison. Ce serait magnifique. À Pelican Bay, depuis la Réforme, le nombre de détenus dans le quartier de haute sécurité a été divisé par 3. Aux États-Unis, il reste près de 70 000 prisonniers à l'isolement. Mark time march! Forward march! Ces femmes en tenue de forçat, les chain gang, sont condamnées à de petites peines, moins d'1 an de prison. Mais en détention, elles se sont mal comportées. Leur vie est désormais enchaînée. 5 heures du matin, la journée commence. Dans ce bus, des détenus de 21 à 36 ans. Pendant 1 mois, 6 jours sur 7, elles doivent participer à des travaux d'intérêt général. Johanna, 22 ans, a été condamnée pour cambriolage. Je me sens clouée au sol, comme si on m'avait ôté quelque chose. Ça t'apprend l'humilité. Oui, c'est ça. Le degré ultime de l'humilité. Ça me paraît inhumain. Dans ce comté, c'est pas comme ailleurs. C'est le Far West. Et au Far West, ce matin-là, les détenues font office de croque-mort. Elles enterrent 5 sans-abri, à l'écart de la ville. Des bénévoles catholiques assurent toujours cette cérémonie, mais ne s'habituent pas à voir ces femmes entravées. Elles perdent toute dignité. Ces chaînes, c'est très simpliste, très politique. Ça nous renvoie directement à l'époque de l'esclavage. La scène se passe pourtant dans l'Amérique d'aujourd'hui. Ces femmes forçats vivent dans un pénitencier unique aux États-Unis, sans aucun confort, un simple camp de tente à la merci du désert tout proche. Ironiquement, le Mirador indique en permanence qu'il reste ici des places disponibles. Ne venez pas dans les prisons américaines. Exactement. C'est pas fréquentable. T'en as entendu parler? Ici, tu vas le vivre en direct. C'est dur, c'est pas du camping ici. 1750 hommes et femmes vivent dans ce camp, séparément. Cette prison de toile, érigée il y a 20 ans, est l'idée d'un seul homme. Le patron de toutes les geôles du comté de Phoenix, le shérif Joe Arpaio, 81 ans. Ça va les gars? Et toi, ça va Joe? Pour le contribuable américain, ce camp spartiate a coûté 100 fois moins qu'une prison en dur. La population carcérale a doublé, alors j'ai fait monter ces tentes, pas chères, gratuites, récupérées de la guerre de Corée. Et j'ai fait des économies. Ça, c'est la raison officielle. Vous voulez savoir quelle est ma raison à moi? Ma raison, c'est que vous n'aimez pas vivre là-dedans. Les conditions de vie sont très rudes. 3 ans après l'ouverture, une mutinerie a même éclaté. L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a aussitôt recommandé la fermeture du camp. Le shérif est resté droit dans ses bottes. Ces méthodes extrêmes n'ont rien d'illégal aujourd'hui dans ce comté de Phoenix. 4 millions d'âmes au bord du désert. Dans l'Arizona, un État conservateur. La peine de mort y est toujours d'actualité et le port d'armes légal. Un terrain de jeu parfait pour le cow-boy Arpaio.
Un flic incontournable. Allô? Ah, ABC News? Rédaction locale ou nationale? L'homme adore les médias. Il s'est aussi arrangé pour placarder son nom partout dans la ville. Regardez. Arpaio, guerre contre la drogue. Vous êtes célèbre? Une célébrité? Ouais, quelque chose comme ça. Tout le monde veut mon autographe. Même les gens qui me détestent. Mes gardes du corps, ils le savent bien, eux. Hein. Vous êtes une rockstar, shérif. Une rockstar. Je suis un Frank Sinatra, les mecs. Si vous voulez m'appeler rockstar, allez-y. Une star, de la controverse, pour sa gestion musclée de la police et des prisons. Mais Joe s'en moque. Il se vante même d'être le shérif le plus coriace de tous les États-Unis. Le flic le plus méchant d'Amérique. C'est comme ça qu'il m'appelle. Et ça date de 1995. À la tête du comté depuis 21 ans, il est courtisé par les présidents de tous bords. Lui qui n'était au départ que le fils d'un petit épicier, immigré italien. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un shérif. Je le voyais juste à la télé comme ça, avec sa clique. Mais j'ai toujours voulu m'engager dans les forces de l'ordre. Moi, je suis un mec normal. J'ai pas de diplôme. Je me fie simplement à mon bon sens et à ce que la vie m'a appris. Et selon Joe Arpaio, le bon sens, c'est la tolérance zéro. Chez lui à Phoenix, même pour un tout petit délit, c'est la casse-prison presque à tous les coups. Tu te mets là. Ce jour-là, au commissariat central, près de 300 suspects vont défiler. Avant même d'être jugés, ils devront effectuer un séjour en préventive. En Arizona, on emprisonne 10 fois plus qu'en France. Le shérif Joe déteste le genre humain. Ici, tu vas en prison pour un rien. Par exemple, si tu grilles un feu rouge, si t'es allongé dans un parc, si tu dors sur un banc parce que t'es SDF, tu vas en prison pour ça. Pour vos affaires, c'est par ici. Après ce portique, le suspect quitte la vie civile et endosse l'uniforme imposé par le shérif. Ça y est, je pars en prison maintenant. Ça fout la trouille. Tournez-vous vers le mur, s'il vous plaît. Les rayures des bagnards, les chaînes et une inscription dans le dos. Sheriff's Inmate, détenu du shérif. Elles rejoignent les 8000 autres prisonniers de Joe Arpaio. Messieurs, en rang pour la bouffe. En rang pour la bouffe. 18h, les détenus n'ont pas été nourris depuis le petit déjeuner. Et le repas s'annonce rudimentaire. Ça, c'est ce qu'on donne aux chiens. Pour eux, c'est le paradis, hein. Mais c'est pas le paradis pour nous. C'est de la merde, ça. Il faut que tu te chopes un plateau, toi aussi. C'est de la bombe. Et c'est bon? Mais non. Le menu ne coûte que 30 centimes d'euros à la prison. Du riz, des haricots et une bouillie de légumes. Ni sel ni poivre, jamais de viande non plus. Pour améliorer l'ordinaire, Mario, 49 ans, l'un des plus anciens, improvise un atelier cuisine. Il a inventé cette recette avec les seuls aliments que l'on peut acheter en détention. On fait notre propre repas. Moi, j'appelle ça du vomi. Et je mange pas de vomi, c'est dégueulasse. Un mélange d'oignons, saucisses, fromage sur une tortilla pour un burrito sauce prison. Mario, le père de famille condamné pour trafic de médicaments, se prépare ensuite pour la douche. Heureusement que je mets l'ambiance dans ces putains de tentes. La toilette, c'est 5 minutes à l'eau froide une seule fois par jour, avant d'enfiler des sous-vêtements roses.
C'est juste une autre forme d'humiliation. C'est comme ça qu'ils vous apprennent à ne jamais revenir. Mario ne sera libre que dans 1 mois et demi. Il ne reste qu'une heure avant l'extinction des feux. Un rap s'improvise. Le fond de la salle se défoule, quand d'autres passent à la tondeuse. À la nuit tombée, au bord du désert, le thermomètre est proche de 0. Venez les gars, rentrez chez nous. Chacun a ses astuces pour lutter contre le froid. Ce bonnet, c'était un pull. J'ai coupé une manche et j'ai fait un petit nœud. Tu dois faire avec ce que tu as en prison. Ça marche. C'est mieux que rien, tu vois. Allez, bonne nuit. Ça va aller, mec? Au petit matin, les femmes du camp ont déjà quitté la prison. Nouvelle journée de labeur pour le chain gang. Les femmes forçats, enchaînées 5 par 5, nettoient les bords d'une nationale, au vu et au su de tous. Encore des cailloux. Johanna, toxicomane, a écopé de 2 mois de prison pour cambriolage. Vous avez honte des fois? Oui. J'essaie de garder ma casquette baissée pour ne pas être reconnue. Parfois, les gens s'arrêtent pour nous prendre en photo, nous filmer. C'est gênant. Mais contre toute attente, même enchaînées et ainsi exhibées, certaines détenues jugent cette sanction utile. Est-ce qu'on est traité avec dignité, franchement? Les animaux sont mieux traités, c'est vrai. Mais ils n'ont pas commis nos délits. Ici, j'ai appris des choses. Tu as des règles, des obligations, tu dois respecter tout le monde et tu deviens meilleur. Mais la méthode Arpaio ne fait pas de miracle. À la sortie de ces prisons, plus de 6 détenus sur 10 récidivent, comme partout ailleurs aux États-Unis. Ce n'est pas une grande maison, mais elle est jolie, confortable. Le shérif est aussi accusé de mauvais traitement en prison et de discrimination raciale. Mais il a préféré verser de l'argent aux plaignants pour éviter tout procès. Aujourd'hui, ses concitoyens continuent à lui faire confiance. J'ai offert à ma femme ce badge de shérif. Et j'ai mis un diamant à chaque fois que j'ai été élu. Avec ce gros au centre quand j'ai gagné l'année dernière pour la 6e fois. Pour la 7e, il n'y a plus de place. Il me reste des doigts libres pour une bague. Assis-toi là, chérie, qu'on se pose 5 minutes. À 81 ans, le shérif le plus coriace d'Amérique n'a aucune envie de prendre sa retraite. À ceux qui ne me soutiennent pas, qui disent des méchancetés, qui m'appellent Hitler et me traitent de tous ces noms, à ceux qui manifestent contre moi, qui enquêtent sur moi même quand ça vient de la Maison Blanche, je réponds, je ne bougerai pas d'ici. Et je me battrai encore plus. En 20 ans, Joe Arpaio se vante d'avoir emprisonné 1,5 million d'Américains dans son camp de tente du désert de l'Arizona. Monsieur Williams, vous pouvez sortir. Vous allez au tribunal. Kenneth, vous sortez aussi. Dans la prison du comté de McCulloch au Texas, 2 détenus se préparent à être jugés. Vous avancez, vous mettez contre le mur. Monsieur Williams, vous allez par ici. Monsieur Jackson, contre le mur. Kenneth Jackson a 50 ans. Il a été arrêté pour possession de drogue. 1 gramme de méthamphétamine, une drogue de synthèse proche du crack. C'était sa dose pour quelques jours, achetée $50. Main à plat, s'il vous plaît. J'ai un briquet dans ma poche. Vous avez un briquet dans votre poche? Oui, ils m'ont dit que je pouvais le garder. Casey Williams, 42 ans, est ici pour arnaque à la carte bancaire.
Les deux détenus viennent de passer 3 semaines en détention provisoire, en attendant leur procès. Aucun des deux n'avait les moyens de payer sa caution, qui s'élevait à plusieurs milliers de dollars. En France, leurs actes seraient considérés comme des délits, sanctionnés par du sursis ou une obligation de soins. Mais ici, ils risquent plusieurs années de prison ferme. Si je peux avoir votre attention, j'appelle maintenant l'affaire 5886. Kenneth Jackson se présente face au juge Rob Hoffman, qui dirige le tribunal. À ses côtés, son avocate commise d'office. L'accusation est prête? La défense aussi? C'est donc l'État du Texas contre Kenneth Jackson. Vous êtes Monsieur Jackson? Oui, votre honneur. Levez la main droite pour prêter serment. Monsieur, vous jurez solennellement devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure, votre honneur. L'accusé plaide coupable. Il admet avoir consommé de la méthamphétamine. En moins d'1 minute, il est condamné à 1 an de prison ferme. Je vous condamne à 365 jours de détention dans une prison de l'État. Rien d'autre pour l'accusation? Non, votre honneur. Ou pour la défense? Non, votre honneur. Monsieur Jackson, je vous souhaite le meilleur. Bonne chance. L'audience est levée. C'est comme ça qu'on rend la justice au Texas. C'est un État qui vit encore au temps de la conquête de l'Ouest. Des ranchs, avec des terres à perte de vue, sur lesquelles les cow-boys élèvent des troupeaux de centaines de vaches. Le long de routes qu'on imagine sans fin, des petites villes d'1 millier d'habitants. Tout droit sorti d'un album de Lucky Luke. Sur la place centrale, une banque, un tribunal, une prison. L'héritage du Far West, ce sont aussi des lois très répressives et des prisons surpeuplées. Cet État, grand comme la France, a 2 fois moins d'habitants et 2 fois plus de détenus. Car comme c'est indiqué sur les panneaux le long des routes, il ne faut pas déconner avec le Texas. L'un de ceux qui font régner la loi, c'est Robert Hoffman, 48 ans. Le juge Rob, comme on l'appelle ici. Toujours sur les routes, il gère 5 tribunaux, dans 5 comtés différents. Ses affaires vont du cas de divorce aux meurtres les plus violents, en passant par le trafic de drogue ou les règlements de compte entre gangs. Autant dire que le juge Rob s'ennuie rarement. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour à tous. Ancien avocat, cela fait 10 ans qu'il revêt chaque jour la robe noire des juges américains. Un héritage des premiers colons anglais du XVIIIe siècle. C'est un métier difficile, stressant et qui est souvent frustrant. Mais il faut bien que quelqu'un fasse le job. Pour éviter du stress en plus, le juge est très bien protégé. Toujours à ses côtés, un adjoint du shérif, avec pistolet à la ceinture et arme de guerre cachée à côté de lui. Pourquoi vous avez ça dans la salle d'audience? Bah, pourquoi pas? En plus du fusil d'assaut, un pistolet sous le bureau. Et un autre à la cheville du juge. J'ai aussi toujours avec moi mon propre pistolet. L'an dernier, il y a eu 4 fusillades dans des tribunaux aux États-Unis. Elles ont fait 2 morts. Bonjour tout le monde, merci d'avoir patienté. J'appelle l'affaire J2018. Rob Hoffman juge en moyenne une dizaine de crimes et délits par jour. Des procès de quelques minutes, sans audition de témoins, sans lecture de PV, ni plaidoirie. Car aux États-Unis, 95% des affaires se règlent par une négociation. Cela se fait directement dans la salle d'audience pendant les pauses, à voix basse et discrètement.
Des discussions entre avocats et procureurs confidentielles, pendant lesquelles on marchande, on troque, on négocie une peine de prison comme on obtient une ristourne sur une voiture. Patrick Howard, un avocat de 38 ans, vient justement d'obtenir ce qu'il appelle un bon deal. Il se met à l'écart dans un bureau du tribunal pour le proposer à son client. Simon Suarez a 45 ans. Il comparaît libre après avoir payé sa caution de 2000 $. Il est accusé d'avoir frappé sa femme. Bon, monsieur Suarez, on va parler de ce qu'on vous propose et ce qu'on va faire. Vous savez que vous êtes accusé d'une agression au 3e degré? Simon Suarez a déjà fait de la prison pour trafic de drogue. Il s'est d'ailleurs fait tatouer ses années de détention sur son torse. Ça, c'est mon calendrier. Toutes ces années. Vous voyez quoi? De 2012 à 2015? 2014. 2014, ouais, c'est ça. Ah non, 2015. Eh ouais, 4 ans. À cause de ses antécédents, il risquait jusqu'à 20 ans de prison. Mais comme il n'y avait pas de témoin des violences et que sa femme a retiré sa plainte, son avocat a pu marchander avec le procureur. Voilà l'accord négocié. 5 ans de mise à l'épreuve et 2000 $ d'amende. Par rapport à ce que vous risquez, 20 ans de prison, moi je pense que c'est un bon deal. Simon Suarez n'est pas encore tout à fait tiré d'affaire. L'accord qu'il a conclu doit être maintenant accepté par le juge Robb. J'appelle maintenant l'affaire de l'État du Texas contre M. Suarez. Vous êtes ici avec votre avocat. Est-ce qu'il a fait du bon travail? Est-ce que vous êtes satisfait de lui? Oui, monsieur. 5 ans de prison, M. Suarez, modifié en 5 ans de mise à l'épreuve et 2000 $ d'amende. C'est bien ce que vous aviez compris? Oui, 5 ans. Pour que l'accord soit accepté, l'accusé doit plaider coupable. Il renonce à être jugé par un jury. Il n'aura pas non plus le droit de faire appel. Plaidez-vous coupable librement et volontairement? Oui. Plaidez-vous coupable parce que vous êtes coupable? Oui. Pour Simon Suarez, le juge Robb accepte la peine proposée. Dans 2% des cas, quand elle ne lui paraît pas assez sévère, il refuse. Vous comprenez que si vous commettez un délit, vous irez directement en prison pour 5 ans. Je ne veux pas vous revoir ici, me réclamant une autre chance. Car cette chance, je vous la donne aujourd'hui. Bien compris? Je vous souhaite bonne chance. L'audience est levée. Aujourd'hui, sur 6 affaires, Simon Suarez est le seul accusé à ne pas avoir écopé de prison ferme. Robb assume totalement cette justice qui ne lui paraît pas sévère. Il a toujours vécu au Texas et depuis longtemps intégré ses codes et sa dureté. Quand il n'est pas dans sa salle d'audience, il habite cette grande maison de 300 mètres carrés. Avec des noix de pécan du Texas. Il y vit avec sa femme Shannon, directrice d'école. Et ses 2 enfants, Christian, 8 ans, et Blixen, 13 ans. Robb essaie de profiter au maximum de ses rares moments en famille. Christian, tu t'assois là, s'il te plaît. Il travaille 10 heures par jour, doit rester joignable la nuit et les week-ends. Mais c'est le métier dont il a toujours rêvé. Il a été élevé à quelques centaines de mètres de là. Ses parents, commerçants, habitaient dans un ranch. Après des études de droit, il se marie et devient avocat, puis juge au bout de 10 ans. Un métier où il gagne moins d'argent, même s'il reste bien payé, 10 000 € par mois. J'ai toujours eu cette ambition. Ce que je regrettais dans le métier d'avocat, c'est que parfois vous devez défendre des positions auxquelles vous ne croyez pas. Alors que là, c'est moi qui écoute et qui prend ce que j'estime être la bonne décision. Cela correspond plus à ma personnalité. Les garçons de mon âge, ils ont peur de mon père. Je pense que c'est bien. Le jour où ils voudront sortir avec moi, ils devront faire attention. Aujourd'hui, Robb ne veut pas redevenir avocat. Pourtant, juge, c'est un emploi précaire.
Au Texas, les juges sont élus, pour 4 ans. Rob est toujours en campagne, même le dimanche matin à l'église. Notre Père, nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Pas question d'être infidèle parmi les autres. Rob seconde le pasteur pendant l'office, lit les prières. Dans une ville très religieuse qui compte 17 églises pour 1000 habitants, c'est important de montrer qu'on est le meilleur chrétien, à défaut d'être le meilleur chanteur. Comme ces électeurs qui ont voté à 92% pour Trump, Rob est blanc et conservateur. Il est pour la peine de mort et le port d'armes, contre le mariage homosexuel et l'IVG. Merci de nous avoir aidés pour le service de jeudi soir. Pour plaire aux électeurs, Rob se doit d'être juste mais dur. C'est vrai pour ceux qui commettent des petits délits, ça l'est encore plus pour les auteurs de crimes. Dans la ville de Junction, on ne punit plus les détenus en les enduisant de goudron et de plumes. Mais quand ils se rendent au tribunal, les prisonniers traversent la petite ville à pied. Une marche de la honte avant d'être jugés. En queue de cortège, l'homme qui fait l'idiot, c'est Trevor Wiseman. Il est accusé d'avoir vendu de l'héroïne dans les collèges et lycées de la ville. Ici, c'est considéré comme un crime. Il risque jusqu'à 99 ans de prison. Son jugement va se dérouler sous les yeux de sa petite amie, Melissa. Elle est enceinte de lui. Bonjour tout le monde. Vous pouvez me dire vos noms? Trevor Wiseman a lui aussi négocié sa peine. Dans cette procédure, la situation familiale de l'accusé, son passé, le fait d'avoir un travail ou non ne sont pas pris en compte. Le jugement est totalement déshumanisé. L'accusation recommande 15 ans de détention dans une prison d'État. Que plaidez-vous? Vous êtes coupable ou non coupable? Coupable. Est-ce que quelqu'un vous a forcé ou menacé pour cette déclaration? Non, monsieur. Je vous condamne à 15 ans de prison dans un pénitencier du Texas. Le juge prononce tous les jours des peines de prison supérieures à 10 ans. Le Texas a le taux d'emprisonnement le plus élevé des États-Unis. Rob, comme tous ses confrères, croit aux vertus de l'enfermement. Évidemment, c'est pour les punir, mais c'est aussi pour les réinsérer. En prison, les détenus peuvent passer leur bac, apprendre un métier ou prendre des cours par correspondance. Au Texas, plus de la moitié des détenus récidivent pourtant moins de 3 ans après leur sortie de prison. Cette justice expéditive et impitoyable, où les prisonniers prennent 15 ans en 30 secondes, peut pourtant parfois se révéler plus humaine. Vous avez les alliances? Non, on n'en a pas. Ok, je vais enlever cette partie-là. Avant de retourner en détention, Trevor Wiseman a demandé au juge Rob s'il pouvait le marier avec sa petite amie, Melissa. Je peux les signer tout de suite. Le juge signe les papiers. Il doit aussi, c'est la loi, présider à la cérémonie du mariage. Le marié a même un témoin, son cousin, que le juge a lui aussi condamné il y a quelques années. Comment vous allez, monsieur? Vous me reconnaissez? Paul Madina, vous m'avez condamné à 3 ans. C'est quoi votre nom de famille? Madina. Non, je me souviens pas. Ça ne me dit rien, désolé. Comment ça va depuis? Bien. Vous avez pris combien? 3 ans. Et depuis que vous êtes sorti? Eh ben voilà. La cérémonie, pendant laquelle le marié reste enchaîné, va se dérouler dans le jardin du tribunal. On va le faire ici.
Ok, donc, attendez que je réfléchisse. Monsieur, vous vous mettez là, madame à ma gauche. Sia, que Melissa a eu d'un premier mariage, sera demoiselle d'honneur. Frères, nous sommes réunis aujourd'hui devant Dieu pour célébrer l'union de cet homme et de cette femme dans les liens sacrés du mariage. Mélissa, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux, de l'aimer, de le chérir dans la joie et le malheur, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Prenez-vous les mains. En 20 ans de carrière, c'est seulement le 4e mariage que Rob célèbre. Ce n'est pas vraiment sa spécialité, mais si un détenu veut se marier, il faut que ce soit devant un juge. Au nom de l'État du Texas, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Je t'aime. Un baiser, un je t'aime et Trevor Wiseman repart en prison. Les jeunes mariés pourront se voir au parloir la semaine prochaine. Je t'aime, bébé. Et pour les 15 prochaines années. Une justice sévère, tant pour les adultes que pour les mineurs. Contrairement à la France, ici, il n'y a pas de juge des enfants. C'est Rob, là encore, qui décide de leur peine. Devant lui, Juan et Pablo, 12 et 13 ans. Bonjour à tous. Ces collégiens viennent d'être arrêtés car ils ont volé des armes dans une maison la semaine précédente. C'est la 2e fois en un mois qu'ils passent au tribunal pour cambriolage. Ce qu'on va décider aujourd'hui, c'est si vous devez être emprisonné en attendant votre procès ou laissé libre sous le contrôle d'un adulte. Il y a un mois, le juge les avait laissés libres avec une mise à l'épreuve. Visiblement, ça n'a pas marché. Après 21 ans dans ce métier, il n'y a plus beaucoup de choses qui me surprennent. Mais apprendre que 24 heures seulement après vous avoir vu et mis en garde, vous avez recommencé, ça me surprend. Je vous place donc en détention. Juan et Pablo sont condamnés à attendre leur procès dans une prison pour mineurs. Ils vont y passer environ un mois. Zach, lui aussi, risque la prison, mais pour un vol de glacière. Accompagné de sa mère et sa tante, il prépare sa défense avec son avocat. Est-ce que quelqu'un t'a expliqué ce qui allait se passer aujourd'hui? Non, monsieur. Zach a 16 ans. Un mois plus tôt, avec des amis, il a volé des bières à l'arrière d'une voiture stationnée près d'un lac. Les bières étaient dans 2 glacières qui coûtent chacune 300 €. Le propriétaire a porté plainte pour vol. Tu as fait une grosse bêtise. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir sur cette affaire et qui ne serait pas dans le dossier? Non, monsieur. Depuis cette histoire, il s'est tenu à carreau. Zach a été arrêté. Ses amis et lui avaient bu les bières, mais ils ont rendu les glacières. Il passe quand même devant le juge Rob. Il faut que tu le regardes dans les yeux. Tu lui dis « Oui, votre honneur » ou au moins « Oui, monsieur ». Tu dois être très respectueux. Devant le juge, Zach va bien se tenir. Comme son casier est vierge, Rob va le condamner à une mise à l'épreuve. Il y a 17 choses que tu vas devoir respecter scrupuleusement. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Avec des conditions quand même très strictes. Interdiction de fréquenter les amis avec lesquels il a volé les glacières, 40 heures de travaux d'intérêt général et obligation d'être chez lui tous les soirs à 22 heures. Je vais être direct. Si ta mère rentre dans ta chambre à 3 heures du matin et que tu n'es pas dans ton lit, tu vas aller en prison pour mineur, compris? Je ne veux pas te revoir ici. Je serai beaucoup moins sympa que maintenant, d'accord? Bonne chance. L'audience est levée. Selon Rob, faire peur dès le début, c'est un espoir que le jeune ne recommence pas. Pour Zach, le message semble être passé. J'ai senti que ça pouvait être ma dernière chance. Je sais que j'ai eu de la chance. Et qu'est-ce qui arrivera si tu repasses devant le juge? J'irai en prison. Au Texas, il y a les enfants coupables. Il y a aussi les enfants victimes.
Ce jour-là, au tribunal, Christian ne vient pas pour être jugé. Il a 13 ans. Son père est mort. Sa mère est en prison depuis une semaine. Coupable d'avoir vendu de la méthamphétamine, elle a été condamnée à 6 ans ferme par le juge Robb. J'appelle maintenant l'affaire DCD 86A. L'audience, qui va durer 10 minutes, doit décider de qui va s'occuper de Christian. Robb n'a pas un mot pour la mère, pourtant en larmes, mais parle beaucoup à l'adolescent. Je sais que tu vois un psychologue, et je sais que tu fais beaucoup d'efforts. Tu sais, chacun de nous ici a dû un jour faire face à une situation qui le dépasse. On ne peut rien y faire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, monsieur. C'est ce qui t'est arrivé la semaine dernière. Avant de prendre sa décision, le juge écoute les travailleurs sociaux, les psychologues et les avocats. Aujourd'hui, nous suggérons que la garde soit accordée au grand-père. Nous pensons que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Christian est officiellement adopté par son grand-père paternel. Mais Robb va aller plus loin. Il déchoit en plus totalement la mère de ses droits parentaux. Une décision prise car elle est récidiviste. Elle a déjà fait 2 ans de prison pour trafic de drogue. Contrairement à la France, le retrait de l'autorité parentale n'est pas provisoire. Ici, la sanction du juge est définitive.